Alors, bienvenue à notre webinaire Organiser un cours en ligne, stratégie et outils. Je m'appelle Jean-Pascal Baudouin et je vais être votre animateur ce matin. Et je suis accompagné de mon collègue David McDonald au clavardage. Alors, on enseigne tous les deux, on donne de la formation et on fait de l'accompagnement individuel de profs et de par la nature de notre travail de conseiller au SAEA. Alors, encore une fois, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et tout au long du webinaire, si vous avez des questions de clarification, vous pourrez les poser à David dans la boîte de conversation qui est en bas à droite de votre écran. Et puis, il va vous répondre par écrit. À la fin du webinaire, on prévoit une période de questions, soit via la boîte de conversation ou soit par microphone si vous en avez un et si vous voulez l'utiliser. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est le premier d'une série de 3 et l'objectif de la série est de concevoir de bons cours en ligne à partir du matériel utilisé en présentiel. Alors, le webinaire d'aujourd'hui porte sur l'organisation de votre cours. Et je vous suggère de voir ce temps consacré à vous organiser comme un investissement qui va vous être utile pendant la session parce que ça va vous guider de façon efficace dans votre préparation de cours de jour en jour ou de semaine en semaine et ça va vous donner une vue d'ensemble du cours en tout temps. Alors, très important cette période d'organisation-là. Alors, voici ce qui va se passer dans la prochaine heure. Alors, je vais commencer par souligner la différence entre un cours en classe et un cours en ligne. Ensuite, je vais vous résumer le processus de conception de cours. Puis, on va regarder étape par étape ce que vous pourriez préparer pour votre cours en ligne. Et après ça, je vais attirer votre attention sur des outils et des ressources qui pourraient vous être utiles pour vous organiser. Puis en dernier lieu, je vais vous donner un aperçu du prochain webinaire de la série. Effectivement, qui dit enseigner en ligne, dit écrire, puis écrire pour un cours en ligne présente des particularités et c'est ce dont on va parler dans le deuxième webinaire. Alors, avant d'aller plus loin dans le webinaire, oui, David et moi, on aimerait apprendre à vous connaître un peu, puis en même temps, vous donner le sentiment que vous n'êtes probablement pas le ou la seule à passer de l'enseignement en classe à l'enseignement en ligne, ou aussi appelé enseignement à distance. Alors, donnez-moi un petit instant pour activer le premier sondage. Alors voilà, donc on vous a préparé une question qui apparaît maintenant à votre écran. Il vous suffit de sélectionner une réponse, puis le système va l'enregistrer automatiquement. Alors allez-y, votez. Et dès que ça va ralentir, eh bien je vais fermer le sondage. Je vais diffuser les résultats pour que vous puissiez voir la tendance. Donc, on a quand même quelques personnes qui ont utilisé le campus virtuel de différentes façons. La plupart n'ont jamais enseigné en ligne, mais il y a quand même près de un quart des gens qui ont fait. Donc, différentes expériences. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va vraiment couvrir large pour joindre le plus de gens possible. Alors voilà, je mets fin au sondage. Merci beaucoup d'avoir participé. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, vous avez probablement beaucoup de questions sur la façon d'enseigner en ligne, par où commencer, quoi faire, comment être un bon enseignant, enseignante dans le monde virtuel. C'est normal de ne pas savoir ce que vous faites à tout moment. Honnêtement, il y a peu de gens qui le savent et on va trouver des moyens d'y arriver ensemble. Alors, ce webinaire-ci va vous permettre de recueillir de l'information utile sur la manière d'organiser un cours en ligne et la plupart d'entre vous disposez déjà de matériel à partir duquel adapter votre cours. Et vous aurez accès à des ressources et aux spécialistes du SAEA en plus. Alors, vous allez être bien équipés pour amorcer ce parcours-là. Alors, sans plus tarder, avec le sourire aux lèvres, plein d'optimisme, allons-y.
En passant, je vous suggère de lire les deux ressources à l'écran pour vous guider dans la transition vers l'enseignement en ligne ou à distance. Vous avez accès à la présentation PowerPoint en bas de l'écran dans la boîte de gauche. Vous avez juste à le télécharger. Donc, vous cliquez sur le document, vous téléchargez et après le webinaire, vous n'aurez qu'à cliquer sur les liens hypertextes pour consulter les ressources qui apparaissent à l'écran, par exemple. Et il y en aura d'autres aussi, là. Alors, ceci étant dit, vraiment, prenons quelques minutes pour passer, pour comparer, dans le fond, la pensée en classe versus la pensée en ligne, ou bien l'enseignement en classe versus l'enseignement en ligne. C'est une bonne chose de partir de nos expériences antérieures, nommément l'enseignement en classe, avec ou sans soutien technologique, pour faire la transition vers l'enseignement en ligne. Ça nous sert d'ancrage, de point de départ. Mais il ne faut pas chercher à enseigner en ligne comme on enseigne en classe. Par exemple, s'enregistrer pendant 3 heures puis publier la vidéo dans le campus virtuel, c'est pas souhaitable, ça répond pas aux bonnes pratiques. On suggère d'utiliser des méthodes différentes pour favoriser un apprentissage qui est optimal, qui est plus en profondeur, puis dont le fruit va s'ancrer dans la pensée et les pratiques de l'apprenant, de l'apprenante. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui et dans le deuxième webinaire aussi. En passant, dans la présentation PowerPoint à laquelle vous aurez accès, on vous a mis une diapo qui donne un peu plus de détails là, sur les éléments à l'écran. Donc, inquiétez-vous pas, là, il y a un peu plus de viande que ça, mais j'aimerais clarifier par contre certains concepts avant de continuer. Alors, on peut se demander, c'est quoi la différence entre un cours à distance et un cours en ligne? De nos jours, la différence, elle est minime en raison de la technologie. On n'est pas dans les années 80 où on recevait par la poste une fiche avec différents documents à lire, etc. Puis là, on regardait une émission de télé, puis on n'est plus là. Donc, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Donc, dans les deux cas, les contenus sont disponibles en ligne, puis il peut y avoir des moments en direct et d'autres en différé, dans une proportion qui est variable en fonction des objectifs puis du contexte. Donc, en général, on peut dire que les cours à distance offrent la possibilité de regrouper les apprenants dans des sites satellites lors des moments en direct. Ce serait la principale différence, si on résume en gros. C'est quoi un enseignement synchrone? On se fait beaucoup poser la question. Bien, c'est une portion de cours qui est offerte en direct, live, comme on dit, via une plateforme de visioconférence comme Adobe Connect, MS Teams ou Zoom. Qu'est-ce qu'un cours asynchrone? Ben, c'est une portion de cours qui est offerte en différé via le campus virtuel. D'ailleurs, on recommande d'utiliser Brightspace comme un centre névralgique de votre cours, puis de garder les périodes de direct pour des moments spécifiques d'apprentissage qui requièrent une présence synchrone ou en direct. Donc, quand on parle d'expérience en ligne ou d'expérience à distance, ça comprend à la fois le synchrone et l'asynchrone. Okay. Et on nous demande aussi, c'est quoi un cours hybride par rapport à un cours en ligne? Un cours hybride est habituellement défini comme ayant des moments d'apprentissage en présentiel, qu'ils soient en classe ou dans la communauté, suivis de moments d'apprentissage en ligne. En principe, un cours en ligne qui a des moments, comme je disais, asynchrones et synchrones, virtuels, et ça, c'est pas considéré comme un cours hybride, c'est considéré comme un cours en ligne. Alors, il s'agit tout simplement de se rappeler ces termes-là. C'est une façon de les définir. Il y en aurait probablement d'autres. Alors, parlons ici donc de cours en ligne ou cours à distance. Il y a des auteurs qui préfèrent parler en ces temps de pandémie de cours à distance parce qu'un cours en ligne, en général, va prendre plusieurs mois à élaborer avec énormément de complexité. Ça peut même faire appel à une équipe de programmeurs, de designers, de concepteurs, etc. Donc, on pourrait donc parler de cours à distance. Pour les besoins de la cause, j'utilise les deux termes de façon interchangeable. Okay? Bon, terminologie à part, j'attire votre attention sur une autre ressource.
cette ressource-là, elle rassemble les principes clés qui sont à retenir sur les particularités de l'enseignement en ligne. Puis ça va vous donner vraiment une bonne vue d'ensemble de ce qui est de ce dont il faut tenir compte, ou on pourrait tenir compte, quand on monte et on donne un cours en ligne. Alors, maintenant que je vous ai parlé de ça, on va passer maintenant à la façon dont on organise, on communique et on développe dans l'enseignement en ligne. Alors, commençons par s'organiser aujourd'hui. Alors, tout d'abord, ben c'est ça, je vais vous résumer en quelques minutes le processus de conception de cours. Sachez qu'on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Alors ici, là, vraiment, là, on va à l'essentiel. Alors, en conception de cours, il existe 4 piliers. Le contexte, les thématiques et objectifs, les méthodes d'évaluation, qui incluent la rétroaction, et les activités d'apprentissage. Okay? Alors, je vais vous présenter ces piliers-là de façon linéaire, mais dans la réalité, vous allez faire des allers-retours entre les différentes composantes au fur et à mesure de la préparation de votre cours. Aussi, ce processus simplifié-là tourne autour de 4 questions, soit une par pilier, puis vous pouvez les voir à l'écran en ce moment. D'ailleurs, si jamais le texte est trop petit, dans le haut de la boîte PowerPoint où la présentation est affichée, il y a 4 petites flèches qui s'en vont dans des directions opposées. Si vous cliquez là-dessus, la boîte de la présentation va s'agrandir. Vous allez peut-être mieux voir. Alors, simplement un petit détail technique. Alors, vous avez les questions à l'écran, donc, et pour rendre ces questions-là plus concrètes, je vais vous présenter un outil d'organisation de cours en ligne qui structure et détaille ces 4 questions-là. Alors, on vous propose une fiche pour aider à répondre aux questions liées à votre contexte. Vous avez accès à ce document en bas dans la boîte fichier à gauche. C'est le document qui commence par un 1. Si vous voulez le télécharger, vous avez juste à le surligner puis à cliquer sur télécharger et vous allez pouvoir y avoir accès. Alors, si vous travaillez à partir d'un cours que vous avez déjà enseigné, vous avez peut-être déjà fait une partie du travail, mais si vous avez le temps de le réviser, ça peut être toujours bénéfique, oui. Alors, la première étape vise à se pencher sur votre propre contexte, qu'on a résumé ici en 5 questions qui sont à l'écran en ce moment. Donc, dans l'étape du contexte, vous pourriez décrire le cours et réfléchir pour vous donner une idée de où vous en êtes et où vous voulez aller. Alors, vous pourriez réfléchir donc aux caractéristiques de vos étudiants et étudiantes, par exemple à leur expérience antérieure, à la taille de la classe. Vous pourriez aussi réfléchir à où se situe le cours dans le programme. Devez-vous préparer les étudiants et étudiantes pour le cours suivant? Réfléchissez aussi à la façon dont le sujet est organisé, à vos propres préférences en tant qu'enseignant-enseignante et à tout défi particulier que vous pourriez anticiper, que ce soit par rapport au format, par exemple, comment convertir votre cours en ligne, ou par rapport au sujet comme tel. Par exemple, dans mon cours d'introduction à l'enseignement universitaire, un de mes défis est de choisir et puis de couvrir en peu de temps les théories classiques de façon claire et stimulante. Alors, on a tous et toutes des questions comme ça dans notre propre champ disciplinaire. Alors, c'est important de se les poser avant de commencer, c'est-à-dire dans les balbutiements de la démarche. Aussi, on vous suggère de définir vos priorités. Okay? Par exemple, de quoi les étudiants ont-ils absolument besoin pour pouvoir réussir dans le cours? Quelles sont les exigences du programme? Quelle sera la séquence des thèmes dans votre cours? Le format exige-t-il un changement, puisque les apprenants seront plus autonomes, plus autorégulés? Donc, c'est toutes des questions à se poser. Puis, une fois que vous avez fait le tour d'horizon de votre contexte, et là, vous pourriez passer à la page 2 de l'outil, qui est en fait un tableau qui regroupe les 3 autres piliers, donc hors contexte, les 3 autres piliers de la conception de cours, avec des questions clés, des contenus et aussi un espace pour vous poser la question. Les contenus que vous avez déjà, est-ce que vous allez les réutiliser, les modifier ou les créer? Et ça, j'y reviens. Donc,
À l'aide des éléments du contexte, vous allez organiser et définir vos objectifs et vos thèmes pour le cours et les différentes leçons. Donc, à l'aide de l'information qui est regroupée dans le contexte, réfléchissez à ce que vous voulez que vos étudiants apprennent dans votre cours. Donc, les transformer en objectifs. Ensuite, vous aurez à identifier comment vous allez offrir de la rétroaction informelle et comment vous allez évaluer de façon formelle l'atteinte des objectifs puis la progression dans l'apprentissage des contenus de chaque thème. Alors, vous pourriez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'évalue et comment j'évalue en ce moment dans mon cours et est-ce que c'est encore valide en ligne? Puis quel type d'évaluation j'utilise en ce moment? Est-ce que c'est un examen ou un travail à remettre ou les deux? Est-ce que c'est sur une partie de la matière ou est-ce que c'est cumulatif? Est-ce que c'est individualisé ou de groupe? Et ça, est-ce que c'est encore valide en ligne? Comment est-ce que vous allez suivre le progrès de vos étudiants tout au long du cours? Quel type de rétroaction vous allez leur offrir? Est-ce que ça va être la rétroaction par les pairs, par auto-évaluation, par vous, par l'assistant d'enseignement? À quelle fréquence est-ce que vous allez leur donner de la rétroaction? C'est d'autant plus important en ligne parce que il y a une distance entre eux et vous et entre eux et leurs collègues de classe en raison de la technologie de l'écran. Donc, il y a un suivi qui est important à faire de façon régulière. Ensuite, vous allez examiner plus en détail ce que vous allez faire. Donc, qu'est-ce que vous allez présenter? Comment vous allez animer? À quel moment? Est-ce que vous voulez que les étudiants, qu'est-ce que vous voulez que les étudiants fassent dans le cours? Des activités comme lire, discuter, résoudre des problèmes, réfléchir de façon critique, collaborer avec d'autres étudiants, etc. Aussi, lorsque vous allez planifier vos activités de manière plus détaillée pendant le semestre, bien, vous pourriez faire, encore une fois, l'inventaire des contenus et du matériel déjà à votre disposition et faire une liste de tout ça. Alors, je vous donne plus de détails au sujet des contenus là, tout de suite. Alors, c'est important de se demander quel matériel vous avez déjà pour le cours. Par exemple, vous avez vos notes, vous avez vos PowerPoint de présentation magistrale, vous avez des lectures sous forme de livres, d'articles, de blogs peut-être, des documents ressources comme des guides ou des résumés, des éléments multimédia comme des images, des clips audio, des capsules vidéo, des animations, etc. Donc, c'est important de faire l'inventaire de ça. Et ensuite, vous pourriez vous demander quel contenu en votre possession vous pouvez transférer en ligne. Donc, quel contenu vous pouvez réutiliser avec ou sans modification mineure. Quel contenu vous devez modifier ou adapter. Puis quel contenu vous devez créer. Puis vous pourriez utiliser, encore une fois, vous pourriez utiliser une liste pour garder trace de tout ça et on vous le suggère de le mettre dans le tableau. Une petite note, avant de créer du matériel, vous pourriez considérer, fouiller, voir s'il y a déjà des collègues ou s'il y a déjà des ressources éducatives libres à votre disposition que vous pouvez utiliser sans avoir à refaire. Et par exemple, au niveau des vidéos, il existe beaucoup de choses en ligne, ça que vous n'avez pas nécessairement besoin de toujours faire des vidéos, refaire des vidéos. Alors, avant de passer à la prochaine section, David, est-ce qu'il reste des questions en suspens par rapport à la matière que je viens de couvrir, au contenu que je viens de couvrir? Non, pour l'instant, on est bien, Jean-Pascal, tu peux continuer. Parfait, merci. Alors, une fois que vous avez et que vous aurez réfléchi aux 4 piliers de la conception de cours et aux questions clés qui s'y rattachent, que vous avez regardé votre contexte, vous avez fait mis les éléments dans le tableau plutôt, et que vous avez donc répertorié tout ça, ben, on peut considérer que vous avez complété l'étape 1 du diagramme à l'écran. Donc, vous organisez ou organiser votre cours, c'est déjà être dans l'action. Ensuite, vous devez résumer votre organisation, donc la première étape, dans le plan de cours, qui est la deuxième étape du diagramme. Bon, vous pouvez utiliser le plan de l'an dernier puis le modifier en fonction de votre tableau dans l'outil d'organisation. Puis ensuite, vous avez qu'à le mettre en ligne dans la bonne section. Et ça, on va en parler un petit peu au deuxième webinaire. Je passe pas plus de temps là-dessus sur le syllabus parce que c'est pas mal pareil comme fonctionnement qu'un cours en ligne. Bon, ensuite, dans la troisième étape, vous aurez à développer les modules de votre cours
qui vont inclure autant les thématiques que les objectifs couverts, que les éléments de contenu, de communication, d'orientation et de soutien à l'apprentissage. Alors, c'est pour ça que dans le diagramme, j'ai mis l'orientation des étudiants au centre avec une diffusion dans les 4 composantes, parce qu'il faut considérer que les étudiants vont avoir besoin d'être guidés tout au long dans les différentes étapes, dans les différentes modalités. Donc, définitivement au cœur. Puis dans le deuxième webinaire, on va voir quoi et comment écrire pour communiquer nos contenus, nos ressources de façon efficace pour l'apprentissage. Et écrire est important même pour l'audio et la vidéo, parce qu'il faut se faire des scénarios ou à tout le moins des plans et des transcriptions pour l'accessibilité. Donc, dans les modules, développer les modules, vous allez avoir à préparer une introduction, des descriptions, des mises en contexte, des directives, des contenus, des déroulements d'activités, des évaluations, des ressources, des paragraphes de transition et de la rétroaction. En fait, il s'agit de mettre en mots ce que vous diriez probablement en classe, mais en plus précis pour être explicite, parce que vous ne serez pas avec les étudiants et étudiantes devant leur ordinateur. Alors, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit explicite. Alors, dans le troisième webinaire, on va voir à partir de ce que vous aurez écrit dans le deuxième webinaire, donc on va voir comment vous allez pouvoir construire le cours dans Brightspace avec ou non des composantes de Adobe Connect ou MS Teams. Donc, on va aller mettre ça en pratique dans le troisième webinaire. Si je reviens à l'image qu'il y a à l'écran, le quatrième point, c'est de préparer la rétroaction, dont l'évaluation. Et cette étape-là est au plan de la conception puis au plan de l'écriture est très similaire à la troisième étape qui est de développer un module. Et je dirais juste que la différence, c'est qu'en plus du quoi et du comment, il va falloir aussi réfléchir au meilleur moment pour offrir la rétroaction, qu'elle soit formelle, qu'on appelle aussi formative parce qu'elle n'est pas notée, comme par exemple dans un forum de discussion, ou formelle, qu'on appelle aussi sommative, lorsqu'une note est attribuée pour un examen qui est indiqué au plan de cours, par exemple. Alors, tout au long de ce processus-là, on vous recommande de garder en tête les caractéristiques et les besoins de vos étudiants et étudiantes pour préparer du matériel clair et utile. Donc, je vais insister là-dessus, que notre matériel soit le plus clair et le plus optimiste, c'est-à-dire qu'on met des choses qui vont servir pour pas surcharger cognitivement les apprenants et les apprenantes, puis surtout pour orienter puis soutenir un processus d'apprentissage qui porte le moins possible à confusion, qui est stimulant, qui est engageant. Et aussi, il va falloir souhaiter la bienvenue aux étudiants. On suggère de faire connaissance, d'établir les règles de bon fonctionnement et de les orienter à la plateforme du campus virtuel de votre cours. C'est important parce que ça varie d'un cours à l'autre. Alors, il faut les orienter. Et on verra comment procéder dans le webinaire 2 pour l'écriture et dans le webinaire 3 pour la mise en place dans la plateforme. David, avant que je passe à la prochaine section, est-ce qu'il y a des questions sur cette portion-là qui n'ont pas été résolues? Non, pas pour l'instant. Parfait, merci. Alors maintenant, on va passer aux ressources à votre disposition pour aider à explorer, sélectionner, utiliser des ressources pédagogiques pour soutenir l'apprentissage en ligne de vos étudiants et étudiantes. Ces ressources-là pourraient d'ailleurs vous être utiles pour peupler votre cours puis aiguiller la rédaction de vos textes d'appui. Alors, la première ressource, c'est le guide à l'écran vous offre une façon de structurer vos modules pour rendre vos étudiants et étudiantes plus actifs et autonomes dans leur apprentissage. Et ici, je ne veux pas nécessairement parler de ce qu'il y a dans le guide, mais j'aimerais attirer votre attention sur les 3 étapes du processus. Alors, pour toute activité, il est préférable de préparer une mise en contexte où vous donnez de l'information, où vous orientez les apprenants.
Ensuite de ça, vous allez leur faire vivre une expérience sur le sujet du cours, et ça pourrait être une activité en soi. Et une fois que l'activité est complétée, c'est très important quand on regarde les pratiques exemplaires d'amener une clôture à l'activité, donc de les amener à réfléchir à l'expérience et de leur offrir de la rétroaction. Puis encore là, c'est soit de votre part ou par les pairs. Et quand on parle de réflexion, ça peut être de l'auto-réflexion, évidemment, pour ancrer les apprentissages et tirer des conclusions suite à l'activité sur un thème. Et puis, pour plus d'informations sur ce processus-là, je vous invite à lire cette courte ressource-là qui est disponible en bas de l'écran dans la boîte de gauche. C'est le numéro 2. Ensuite, il existe plusieurs inventaires d'activités à faire en ligne. On vous en propose un dont vous voyez un extrait ici. Il est disponible au bas de l'écran à gauche, c'est le numéro 3. On aime le fait que cet inventaire-là identifie pour quel type d'apprentissage les activités peuvent être utilisées. Et je vous donne ici quelques exemples à faire en ligne que vous allez trouver dans l'inventaire. Alors, quand vous faites des activités en ligne, donc, vous pourriez faire des activités comme des discussions, des débats, des questions minutes, rétroaction par les pairs, études de cas, ça pourrait être des exercices de résolution de problèmes individuels ou de groupe. Ça pourrait être un journal de réflexion, un journal d'opinion, un journal d'apprentissage, une carte conceptuelle, une affiche. Des présentations orales en direct ou filmées, des résumés critiques, par exemple de 3 minutes par audio-clip. Ça pourrait être tout simplement de faire un travail sur une feuille de papier, de la photographier puis de la publier dans un forum. Parce que c'est pas tout le monde qui a accès à un Wi-Fi qui fonctionne rapidement, à un ordinateur récent. Alors, il faut voir des alternatives pour permettre à tout le monde de pouvoir participer au cours. Et ça pourrait être aussi une chasse au trésor en ligne. Et il y a bien d'autres possibilités. Vous voyez, déjà, nos horizons s'élargissent dans ce qu'on peut faire en ligne. Ensuite de ça, à ne pas négliger, la bibliothèque vous offre plusieurs outils, dont les ressources éducatives libres et le service de réserve de cours. On vous propose également un lien vers la page des services aux professeurs et un lien vers la page des droits d'auteur. Alors, à la bibliothèque, il y a une mine d'informations et si vous voulez en savoir plus, il y a un webinaire qui est offert par la bibliothèque via le SAEA qui est offert dans les prochains jours. Alors, vous pouvez vous inscrire sur notre site web. Donc, une mine d'informations. Voilà. Ensuite de ça, si vous êtes à la recherche de vidéos pour alimenter l'expérience en ligne, ben voici quelques possibilités. Et vous pouvez cliquer sur les liens ou faire une recherche là, dans votre moteur de recherche et trouver de l'information très intéressante. Ensuite de ça, et je terminerai cette section-là avec les services sur le campus. Il y a des services aux étudiants comme le centre de counseling, le centre de mentorat, le service d'accommodement scolaire, pardon. Et ça pourrait être très intéressant de mettre ces liens-là dans une des sections de Brightspace ou du campus virtuel pour que les apprenants et les apprenantes aient un lien vers des ressources si jamais ils trouvent la situation un peu plus difficile. De part et d'autre, que ce soit pour les professeurs et les étudiantes, il y a Mieux-être Ottawa qui est une source très importante d'informations et de ressources pour prendre soin de notre santé mentale en ces temps de pandémie et vers cette transition vers l'apprentissage et l'enseignement en ligne ou à distance. Et vous avez aussi l'appui Brightspace, vous avez des questions techniques, c'est rendu 24/7, alors le numéro 866 est à l'écran. Et pour vous aussi, ben, il y a le SAEA avec notre page web Continuité de l'enseignement et nos consultations individualisées. Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel. Donc, encore une fois, une gamme de services qui peut vous soutenir pendant cette période-là de transition qui peut définitivement être anxiogène. Alors maintenant,
je vais faire un retour sur un bref retour sur ce qu'on a couvert jusqu'à maintenant parce qu'on s'approche de la fin du webinaire. Alors, vraiment, dans les prochaines secondes, je vais brièvement revenir sur les éléments clés. Puis, je vais vous présenter un avant-goût du deuxième webinaire et je vais vous donner un petit peu de temps là, pour réfléchir à votre plan d'action pour organiser votre cours en ligne. Alors, en résumé, quand on s'organise avec les bons outils, on peut vraiment voir clair dans la préparation d'un cours en ligne. Entre l'enseignement en salle de classe et en ligne, il existe des similitudes, notamment l'utilisation de bonnes pratiques d'enseignement et de la bonne préparation. Mais il existe des différences, notamment le besoin de structurer et de communiquer clairement les contenus. On a abordé un processus de conception de cours en 4 étapes, dont un outil pour s'organiser. Et ensuite, on a décrit par où commencer, quelles étapes suivre pour développer votre cours, incluant les modules, puis les ressources disponibles pour vous lancer dans un enseignement en ligne. Alors, c'est ce qui fait le tour. Alors maintenant, on vous invite à prendre un petit 2 minutes pour réfléchir au message que vous retenez de ce webinaire et à ce qui s'en vient par rapport à l'organisation de votre cours. Alors, allez-y, pensez-y. Je vous laisse un petit peu de temps. Puis, je vais activer le sondage pendant ce temps-là pour que vous puissiez nous dire où vous vous sentez par rapport à cette organisation-là. Donc, je vais activer le sondage dans une petite seconde. Attendez un petit peu, j'ai besoin de faire une petite modification, alors je vous laisse réfléchir pendant ce temps-là. Alors, allez-y, je vais juste remonter ça un petit peu. Donc, les gens ont commencé à voter. Et pour les gens qui répondent, je vais avoir besoin d'aide parce que je ne sais toujours pas quoi faire, définitivement, en communiquant avec notre service, oui, au SAEA-TLSS@uottawa.ca. Vous allez pouvoir demander un rendez-vous et avoir une consultation pour vous éclaircir les points qui restent obscurs définitivement. Et pour ceux qui savent quoi faire ou qui ont encore besoin d'y penser mais se sentent plus en confiance, effectivement, il faut se donner le temps d'intégrer toute la matière puis de réfléchir à tout ça. Donc, absolument, tout à fait. Alors, je vais mettre fin au sondage parce que c'est stable et je vais vous parler du deuxième webinaire. Okay, donc, quand je faisais le retour sur la séance, il nous manquait un élément, donc écrire vraiment. Et oui, alors ce sera le thème de notre deuxième webinaire et donc, voici une introduction au deuxième webinaire. Alors, on va voir que enseigner, c'est communiquer. Et pour enseigner en ligne, il faut se structurer par l'écriture, même si le produit sera autre qu'une description ou une ressource écrite. Alors même, encore une fois, même pour un clip audio-vidéo, il est recommandé d'écrire notre scénario ou notre plan. Ça va aider à notre structure, à savoir comment et quoi dire. Et encore une fois, comme transcription à l'accompagnement du produit média au plan de l'accessibilité. Alors, on va voir aussi qu'il y a une façon d'écrire pour enseigner de façon optimale en ligne. Ça s'appelle le design pour l'apprentissage et c'est lié au processus oui, mnésique et cognitif. Alors, par exemple, dans le deuxième webinaire, on va voir comment partir d'un module vide et de préparer du texte
qu'on va mettre en page selon les principes du design pour l'apprentissage. Tout ça, c'est pour optimiser le processus d'apprentissage de nos étudiants et étudiantes à distance en ligne. Alors, ce deuxième webinaire va avoir lieu ce vendredi et lundi prochain et vous pourrez vous inscrire sur le site web du SAEA en cliquant sur l'icône ou en allant sur notre site web. Et ben voilà, c'est ce qui fait le tour donc avant de passer à la période de questions générales, j'aimerais vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Puis si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est là et on est à votre disposition. Alors, les coordonnées sont à l'écran et ce sera dans la PowerPoint que vous avez téléchargé à partir du boîtier fichier. Et si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas. Et vraiment, encore une fois, on est là pour vous. Et on vous souhaite bonne chance et on espère vous revoir dans nos prochains webinaires.